Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de cette étape numéro 5, première étape dans les Pyrénées. Il n'y en aura que deux cette année sur l'édition 2023 de ce Tour de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous voyez comme favori, surtout sur cette étape, ce qui vous plaît également. Pourquoi pas dans cette journée au niveau du parcours, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également aller voir EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Google, Spotify. Vous pouvez également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, faire un super thanks. Et puis, vous pouvez aller voir TikTok, vous abonner déjà à TikTok, c'est très important aussi. Et puis, vous pouvez également voir les débriefs rapides après l'arrivée des étapes. Première étape dans les Pyrénées. Difficile à analyser parce que je me disais au départ, pas grand chose à se mettre sous la dent, mais en même temps, on a quand même des gros pourcentages. Certes, je pense que Marie Blanc peut être intéressant. Le col du Soudet est quand même loin de l'arrivée, il est à mi-journée, donc c'est pas forcément simple, le Soudet. Ça va peut-être permettre par contre de recomposer l'échappée. Mais Marie Blanc, allez, si on a envie de se tester, si on est motivé, on peut tenter quelque chose, même si on est encore loin dans la course. Donc prendre le maillot jaune à ce moment-là de ce Tour de France, c'est pas forcément intéressant. C'est peut-être même un peu suicidaire, mais bon, le cyclisme de 2023 n'est pas le cyclisme de 2010. C'est-à-dire qu'on est sur un cyclisme qui est beaucoup plus offensif avec des leaders qui n'hésitent pas à se découvrir extrêmement tôt. Et avec Pogacar, peut-être qu'il va tenter le coup au sommet de Marie Blanc, surtout si d'autres coureurs ont envie d'animer cette fin d'étape. Du côté du dénivelé positif, 3652 mètres. C'est la 5e étape qui contient le plus de dénivelé positif dans ce Tour de France. Et au niveau du classement de la montagne, 32 points au maximum si vous passez en tête de tous les cols. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette étape dans les Pyrénées. Première étape dans les Pyrénées de ce Tour de France. On part de Pau, tout là-haut, pour rejoindre la Reims, tout en bas. Vous voyez, première partie d'étape où on essayera de récupérer les Pyrénées en allant assez vite, on va dire. Et puis on aura la première difficulté du jour qui sera le col du Soudet. On peut voir tout de suite la descente du col du Soudet, comme ça sera fait. Vous voyez, donc sur la première partie, c'est pas forcément très technique. Et puis ensuite, vous avez sur la deuxième partie de descente, donc quand on descend en dessous de 1200 mètres, on va dire, d'altitude, là ça commence à être un peu plus technique avec un enchaînement de virages, il faudra faire attention. Là je pense qu'on aura des parois rocheuses de ce côté-là, donc c'est là où il faudra faire attention. Et puis après sur la dernière partie, ça devient là encore un peu plus facile. La descente également du col d'Icher, col de 3e catégorie, vous voyez, il y a 2-3 épingles. Mais ça devrait plutôt bien se passer. C'est plutôt Marie Blanc qui sera un peu plus difficile et technique sur sa descente pendant 5-6 km. On a vraiment des enchaînements. Sur le bas de la descente, on a pas mal d'épingles. Il faut faire attention du côté de Marie Blanc sur le parcours de cette descente. Et puis ensuite, l'arrivée qui sera sur une belle ligne droite pour aller récupérer la Reims. Sur les 7 derniers kilomètres, il n'y aura pas beaucoup de virages. On regarde tout de suite par rapport au profil entre Pau et la Reims, donc 164 km, 70 km pour récupérer les Pyrénées. On passera notamment à Lannes en Barretou, le sprint intermédiaire au kilomètre 49. Il y aura aussi une petite bosse à la sortie de Pau sur Haut-de-Bord ou Haut-de-Boche, 2 km 1 à 5,7 de moyenne, kilomètre 13. Donc à 150 km de l'arrivée. Le col du Soudet qui est à mi-journée, 15 km 200 à 7% de moyenne, qui sera le premier col hors catégorie de ce Tour de France.
au kilomètre 87,5. On le regarde tout de suite, ce col du Soudé, comme vous pouvez le voir. C'est un peu la particularité des Pyrénées. Je dis toujours la différence entre les Pyrénées et les Alpes, c'est que dans les Pyrénées, c'est irrégulier. Souvent du côté des cols, on est moins haut en altitude, mais on est beaucoup plus irrégulier. Puis souvent, on a des plus forts pourcentages du côté des Pyrénées que du côté des Alpes. Et là, ça se voit tout de suite, vu qu'on aura notamment entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6, 11,1% de moyenne sur le kilomètre, donc c'est-à-dire que c'est assez impressionnant et c'est pas le kilomètre le plus dur. Le kilomètre le plus dur il est entre le kilomètre 10 et le kilomètre 11 où là on aura 13,7 de moyenne sur le kilomètre. Je dis bien de moyenne, c'est-à-dire qu'on peut avoir des passages au-delà de 17-18% sur ce type de kilométrage. Il y a, comme vous le voyez, 5 km qui sont classés noirs, c'est-à-dire que quand vous êtes classé noir, vous êtes classé au-delà de 9% de moyenne sur le kilomètre. Et en même temps, vous avez un pied, les 4 premiers kilomètres, les 5 premiers kilomètres, pardon, on ne va pas dépasser les 5%. Donc voilà, c'est assez régulier le col du Soudé. Donc c'est vraiment une montée où il va falloir réussir parfois à remettre du braquet. C'est pas facile de trouver un bon coup de pédale sur le col du Soudé, surtout quand c'est le premier col hors catégorie de ce Tour de France. On enchaîne ensuite avec la descente. Donc descente qui est technique sur la moitié de la descente pour rejoindre Arrête. Et on aura le col d'Icher, col de troisième catégorie, 4 km 2 à 6,2% de moyenne, col de troisième catégorie au kilomètre 125, c'est-à-dire à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Le col d'Icher, beaucoup plus régulier que la côte précédente, avec au maximum 7,4% sur 500 mètres entre le kilomètre 2,5 et le kilomètre 3 de montée. Sinon, voilà, on est entre 5 et 6,5, je dirais, sur la majorité de cette montée, à part sur le dernier kilomètre et demi, qui est un petit peu plus difficile dans cette montée du col d'Icher, mais qui ne devrait pas faire vraiment d'essorage dans le peloton. Et puis ensuite, on arrive à la dernière difficulté du jour. C'est le col de Marie-Blanque, 7 km 800 à 8,4 de moyenne, mais surtout les 4,8 derniers kilomètres à 10,5 de moyenne. Et je rappelle que c'est un col de première catégorie, mais qu'il a également la particularité d'être sprint bonification, donc avec 8, 5 et 2 secondes données au sommet aux 3 premiers. Nous serons à 20 km de l'arrivée, 19 même précisément, au sommet de ce col de Marie-Blanque. Col de Marie-Blanque que nous voyons tout de suite à l'écran. C'est compliqué sur la dernière partie de montée, comme on le disait, avec notamment 2 km au-delà de 12% de moyenne. C'est entre le kilomètre 5 et le kilomètre 7. Donc quasiment les 2 derniers kilomètres sont les plus durs. Donc c'est vraiment à prendre en compte. C'est comme le col du Soudé, mais en plus compressé. Voilà, avec 3 premiers kilomètres plutôt faciles. Et puis ensuite, ça commence à grimper avec beaucoup plus de pourcentage. Particularité également de cette étape, on ne va pas non plus très haut en altitude, 1500 mètres pour le col du Soudé, 1031 mètres pour le col de Marie-Blanque. Ensuite, on redescend vers Bielle. Et entre Bielle et la Reims, il n'y aura pas d'intersection. On sera quasiment sur très peu de virages sur ces 7-8 derniers kilomètres. On peut regarder tout de suite le final, même à l'écran, comme vous le pouvez le voir, voilà, à 5000 mètres. Jusqu'à l'arrivée, quasiment pas de grandes difficultés, une belle ligne droite pour terminer, donc pas de grandes difficultés sur le final, avec un dernier virage qui sera à 800 mètres, on va dire, de l'arrivée, mais une ligne droite finale de 3 km 400, il y aura, je crois, un petit chicane dans cette zone-là, dans la ville de Gers-Bélestin dans le final. Donc voilà, ça devrait plutôt bien se passer pour les coureurs. Si on doit avoir un sprint, on pourra avoir un sprint de qualité. Faire attention, on sera légèrement en prise sur le final, sur les 5 derniers kilomètres, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. On regarde tout de suite les temps Strava. On regarde tout de suite les points Strava sur ce parcours. Alors, il y en avait 4, mais il y en a 3 d'intéressants, parce que le premier est sur la côte à la sortie de Pau, qui n'est pas au classement de la montagne. Je commence avec le col du Soudé. Le col du Soudé
le meilleur temps appartient à Stefan Kichmer, qui était vainqueur de l'étape du Tour de France en 2022 et qui devance en fait pas mal de professionnels dans ce classement. Donc lui, il avait fait 47 minutes 04 à 19,2 km de moyenne sur 324 watts, mais je pense qu'il n'avait fait que cette difficulté-là dans sa sortie. Si on regarde notamment Larry Warbase est à 49 minutes 01 à 18,4 km/h. On voit des temps assez proches même sur cette montée. J'ai un Mattia Cataneo qui est également en 49 minutes 04, un Gianni Mersman également en 49,08. On voit quand même que c'est un col assez long en termes de durée, c'est-à-dire qu'on est quasiment sur une montée qui dépasse les 45 minutes, donc c'est un effort qui est quand même très long, donc il va falloir gérer, pas simple de gérer, vu qu'on est quand même sur un col qui est irrégulier. Donc c'est pas forcément évident, c'est-à-dire qu'on a une moyenne de vitesse à 18 km/h, mais c'est-à-dire qu'il y a certaines portions où on va avoir du mal à dépasser les 15 km/h. Je continue avec le col. Alors ce col-là, au niveau de la moyenne chez les pros, c'est 50 minutes 52. Voilà. Et le meilleur temps, donc 47,04. Col d'Icher, le meilleur temps est de 10 minutes 32. Ce meilleur temps est détenu par Bob Jungels. C'est même plus Bob Jungels, même c'est un autre coureur qui déteint ce temps en 10,32. Bob Jungels avait 10,33. Et il avait battu le temps de Pogačar sur le Tour de France 2020, où il avait déjà fait 10 minutes 35 Pogačar. On est aux alentours de 24 km/h de moyenne. Pogačar avait fait 382 watts de moyenne. On a un Reichenbach qui était à 372 watts sur cette montée. Puis on termine avec le col de Marie-Blanc. Moyenne chez les pros pour le col d'Icher, 13 minutes 23. Le col du Marie-Blanc, de Marie-Blanc même plutôt, eh bien le meilleur temps il date de la 9e étape du Tour de France 2020. Ce col, 20 km/h,7 de moyenne au terme de vitesse, 22 minutes 24 pour Tadej Pogačar. Un Romain Bardet lui avait fait 22 minutes 29, un Richie Porte a fait 22,34 et un Bob Jungels 25,01. Il y a des grosses différences de temps sur cette montée qui n'a pas été faite très souvent, mais donc 20,7 km/h, ce qui montre qu'il y a beaucoup de pentes, et surtout une pente qui est de plus en plus forte au fur et à mesure de la montée, voilà, avec des passages qui vont être supérieurs à 12%, donc il faut le prévoir, et vraiment un final qui n'est pas évident dans cette montée du côté du col de Marie-Blanc. La moyenne chez les pros, elle est de 31 minutes 10, ce qui montre là encore la difficulté de cette montée, parce que c'est pas très long, c'est 7 km 700 selon Strava, donc ça montre bien que c'est vraiment une montée difficile. On poursuit avec l'histoire du Tour de France. On revient sur le Tour de France 2020 avec l'étape numéro 9. Pas beaucoup de surprises parce que c'était une étape assez similaire à celle d'aujourd'hui. Au programme, le col de la Ourcère au kilomètre 69 qui s'enchaîne avec le col du Soudet. Et puis on termine la journée avec le col de Marie-Blanc. Vraiment, la fin d'étape était vraiment la même quasiment. Le général est très serré en ce début de course. Adam Yates est en tête avec 3 secondes d'avance sur Roglic et Guillaume Martin est 3e à 9 secondes. Il faut savoir que, alors je ne me souvenais absolument plus d'Adam Yates, alors que ça je l'ai noté il y a vraiment 10 jours. Les parties histoire, je ne les ai pas fait il y a 6 mois. Donc je peux vous dire que vraiment dans mon cerveau en ce moment, je fais des Alzheimer précoces, c'est assez dingue. Parce que ça je l'ai noté il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais complètement oublié. La maillot jaune d'Adam Yates. Nous avons un début de journée très nerveux, beaucoup de baroudeurs veulent tenter leur chance, la victoire d'étape est possible. Et puis de toute manière, un petit bâillement, c'est la fatigue, ça, c'est l'Alzheimer précoce. Et puis de toute manière, il y a beaucoup de points en jeu pour le classement de la montagne. On voit Thomas de Rent tenter sa chance, le maillot à pois, Benoît Cosnefroy ou encore Julien Alaphilippe. Mais chacune de ces attaques ne durera pas très longtemps. Le peloton roule à 47 km/h de moyenne. L'offensive la plus marquante de cette première heure de course est celle de Marc Hirschi. Le coureur suisse va prendre beaucoup de risques dans un faux plat descendant et est à 2 doigts de tomber à plusieurs reprises. Il reste une quinzaine de kilomètres, mais il se fait rattraper
Et le rythme très rapide du peloton a des conséquences, notamment avec l'abandon du coéquipier de Tadej Pogačar, Fabio Aru. Ineos tente aussi de s'échapper avec Sivakov. On voit également la Groupama FDJ avec Gaudu et Reichenbach. On est dans le col de la Oursière et à 91 km de l'arrivée, Marc Hirschi attaque de nouveau. Elle s'isole en tête de la course. La bonne échappée vient de partir. Derrière le Suisse, un gros groupe de poursuivants s'est mis en place. On retrouve Lennart Kemna, Warren Barguil, Davide Formolo, Reichenbach, Daniel Felipe Martinez, Jonathan Castroviero, Omar Fraile. Et le peloton derrière est contrôlé par l'équipe Jumbo-Visma. Wout van Aert fait le tempo au sommet de la Oursière. Marc Hirschi passe en tête alors que Thibaut Pinot est lâché par le peloton. Il a fait beaucoup de boulot, notamment pour Gaudu et Reichenbach en début d'étape. Lui qui est tombé à Nice et qui souffre depuis cette chute lors de la première étape. Le coureur de la Sunweb, Marc Hirschi, fait une belle descente et à 60 km de l'arrivée, il a 3 minutes 15 d'avance sur les poursuivants et 4 minutes 20 sur le peloton. Il passe en tête au sprint intermédiaire et dans le peloton, Van Aert marque des points et il revient à 27 unités de Peter Sagan, le maillot vert. Hirschi continue son numéro. C'est même lors de cette étape un petit peu qu'il se fait connaître. Marc Hirschi, moi c'est ce jour-là où je l'ai connu. Marc Hirschi, où je me suis dit « Oh putain, on a du lourd !» Et puis il s'avère que 3 ans plus tard, la carrière de Marc Hirschi n'est pas forcément aussi belle qu'espéré à ce moment-là. Il passe en tête au sommet du col d'Ischer. Il reste désormais le col de Marie-Blanque. Le Suisse commence à montrer des gros signes de fatigue. Il est à la limite de l'hypoglycémie. Derrière, la Jumbo imprime un gros tempo et revient à 3 minutes 30 du coureur échappé au pied de Marie-Blanque. Les poursuivants ont bien entendu été repris. La situation ne s'améliore pas pour Marc Hirschi. À 20 km de l'arrivée, il n'a plus que 2 minutes d'avance dans le groupe maillot jaune. Emmanuel Bourman est distancé, le 4e du Tour de France 2019. Au même moment, Pogačar décide d'accélérer. À 2 km du sommet, le maillot jaune Adam Yates est distancé. Guillaume Martin est également lâché. Roglic revient sur Pogačar. Ils ne sont plus que 4 derrière Marc Hirschi. On retrouve Pogačar, Roglic, Landa et Egan Bernal. Le Colombien passe en même... Je vais refaire une phrase en français. Le Colombien passe même en attaque, mais tout le monde le suit. Et au sommet, Marc Hirschi passe en tête avec 20 secondes d'avance sur ce quatuor de champions. C'était chaud même entre Pogačar et Roglic. Les deux ont failli tomber pour prendre les bonifications. Pogačar lance son sprint, mais en fait il regarde derrière. Ce que pas vraiment l'idée du siècle. Et puis il touche la roue de son compatriote. Plus de peur que de mal. Pogačar était assez coutumier du fait à l'époque. Il le fait beaucoup moins aujourd'hui. D'avoir un petit peu des sauts de concentration à certains moments d'étape ou de course où on avait l'impression qu'il avait un peu la tête ailleurs et qu'il n'était pas hyper attentif à ce qu'il faisait. C'est un des défauts qu'il a quand même pas mal gommé ces dernières années. Marc Hirschi fait preuve d'une grande résistance, mais à 1 km 800 de l'arrivée, il est repris par le groupe de 4 coureurs. On arrive au sprint, c'est Roglic qui emmène et Hirschi est en dernière position, 250 mètres. Ce dernier tente de faire un sprint décollé, mais ça ne marche pas, même s'il ne va pas manquer grand-chose aux Suisses, mais il est battu par Pogačar et Roglic. Le coureur du AE remporte sa première victoire sur le Tour de France. Le groupe de Guillaume Martin et Romain Bardet passe sur la ligne avec 10 secondes de retard. Ça, c'est pas mal revenu sur la fin de plat entre le groupe de tête et le groupe de poursuivants. Au niveau du général, Primož Roglic est désormais maillot jaune. Pas de chance pour lui, il va le perdre lors de l'avant-dernière étape. Son dauphin est Egan Bernal à 21 secondes. Les Français sont placés avec Guillaume Martin qui reste 3e à 28 secondes et Romain Bardet, quant à lui, est 4e à 30 secondes. Mais le Tour de France 2020, ça ne sera pas vraiment une grande réussite pour les Français, même si rien n'est fait dans ce Tour de France. Et on le sait bien que rien n'est fait dans ce Tour de France parce que Pogačar gagnera malgré une équipe assez faible et Romain Bardet, lui, ne sera pas 4e de ce Tour de France comme Guillaume Martin ne sera pas 3e. On passe au cycliste du jour. Du côté du cycliste du jour, c'est Mathieu Ladanius. Bien entendu, le coureur né à Pau, pro de 2006 à 2023. Et oui, il va arrêter sa carrière en fin de saison.
Vraiment du mal à articuler aujourd'hui. 11 victoires pro, équipier important, capitaine de route, ça a été un coureur majeur de la Groupama FDJ. Il a remporté quand même les 4 jours de Dunkerque en 2007, la Polynormande en 2009, 3 étapes également du Tour du Limousin. Et puis 2013, il avait fait une très très grande saison sur les classiques flandriennes. 6e de Gand et 5e du Tour des Flandres. Et oui, parce que c'est vrai que Mathieu Dadanius, ça n'a pas été que le capitaine de route, ça a été également un coureur avec du talent sur les classiques flandriennes. Mais à une époque où du côté de la FDJ, on avait parfois du mal à aligner une équipe performante dans ce type d'épreuve. Il a également fait du cyclisme sur piste. Chez les espoirs, il était notamment champion de France chez les espoirs, mais également champion de France de poursuite en 2011, année où il n'avait pas fait le Tour de France. Et c'est vrai que souvent, c'était compliqué à une époque pour faire les championnats de France de cyclisme sur piste, parce qu'ils avaient souvent lieu juste après ou au moment du Tour de France en juillet. Donc c'était rarement simple pour participer pour les coureurs professionnels sur route à ces championnats de poursuite. Du côté de la météo, en plein vent de nord-ouest, entre 10 à 20 km/h, elle ne sera pas défavorable. Parfois, elle sera un peu plus fort en montagne, vraiment tout en haut du col du Soudet, où il pourrait dépasser les 30 km/h, mais il sera de côté à ce moment-là de la course. Il sera favorable dans le final, les 7 derniers kilomètres se font vraiment sur un vent favorable, et en début de journée également, température entre 22 et 24 degrés. Le ciel sera assez nuageux, avec parfois quelques rayons de soleil qui arriveront à percer la couverture nuageuse. Sur les sommets, 16 à 17 degrés, donc vraiment un temps tout à fait supportable, avec un vent favorable également dans la montée de Marie-Blanc. Du côté de la stratégie, grosse échappée. Moi, je vois bien 15-20 coureurs partir et qui se jouent la gagne, ce qui n'empêcherait pas derrière d'avoir une bagarre pour la victoire, enfin entre les leaders pour le classement général, du côté de Marie-Blanc, mais je vois bien une échappée partir, prendre suffisamment d'avance pour pas être gêné. Et puis moi, pourquoi pas des attaques dans Marie-Blanc, puisque vu ce qu'on a vu dans le Pays Basque, Marie-Blanc peut être intéressant avec des leaders, surtout si la journée est très calme. Et puis comme ça va être vent favorable dans Marie-Blanc, ça va donner encore plus d'idées, on ne sera pas bloqué par le vent. Du côté de mes favoris, j'ai décidé de mettre Alberto Bettiol, que je trouve en très grande condition physique, plutôt bien, et qui pourrait partir en échappée. J'ai décidé de mettre Nick Schulz également, coureur qui est puissant, coureur qui est performant sur ce type de montée-là également. Et puis je mets Tadej Pogačar, le Slovène, si ça commence à s'exciter énormément, mais j'y crois pas des masses. Et puis en grosse cote, j'ai mis Harold Terrada, le coureur d'Astana, là également en échappée. Du côté du programme télé, le départ fictif, ça sera à partir de 13h05, le sprint intermédiaire à Lannes en Barretou, entre 14h27 et 14h33, le pied du col du Soudet, entre 14h58 et 15h07, le sommet entre 15h39 et 15h56, Escotte juste avant le pied de Marie-Blanc entre 16h40 et 17h05, le sommet prévu à 17h, entre 17h02 et 17h30, l'arrivée, elle est prévue entre 17h21 et 17h51. Moi, je vous conseille de commencer à prendre en route vers 15h, voilà, au moment du col du Soudet. Je pense que c'est bien de regarder l'étape à partir de ce moment-là. Après, si vous voulez regarder avant, vous pouvez regarder avant. Moi, je vais peut-être regarder avant parce que j'ai des activités à faire en même temps que de regarder cette étape du Tour de France. Mais voilà, je pense que vraiment, le pied du col du Soudet peut être un endroit intéressant pour commencer à regarder cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Nous, on se retrouve ce soir 21h pour faire le débrief sur YouTube de cette étape. Mais juste après l'arrivée, on fera un débrief rapide sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Demain 7h, présentation de la deuxième étape pyrénéenne avec une arrivée au sommet décidée. D'ici là, n'hésitez pas à regarder également les ondes contenues sur la chaîne. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Malik Production. Et j'espère que d'ici là, j'aurai retrouvé les consonnes et les voyelles. Allez, ciao, ciao!